Le Tibbs me dit, après toutes ces années à analyser et commenter le football, votre regard sur le sport a-t-il changé? Avez-vous encore la même passion ou certaines évolutions du football moderne vous ont-elles lassé? Je peux pas nier que j'ai plus la même appétence à... D'abord parce que des matchs, à cause de cette chaîne, j'en vois trop. Et qu'il y a des matchs sur lesquels, si j'avais pas cette chaîne, je ferais l'impasse. Hein. J'aurais fait l'impasse sur Toulouse-Monaco, par exemple, ou sur Brest-Angers. Voilà. Bon, Strasbourg, c'est différent parce que c'est le club que je supporte, donc je regarde tous leurs matchs. Mais oui, il y a un petit manque d'appétence. Et c'est vrai que quand on attendait avec les copains, parce que à la Baule, nous avons un groupe de copains avec qui on regarde tous les matchs de Ligue des Champions du PSG. Ce qui explique d'ailleurs que après les matchs du PSG, vous voyez un autre décor derrière moi, je suis pas chez moi. Voilà, c'est Mélissa qui fait la cuisine pour tout le monde, et voilà, il y a un groupe, il y a le propriétaire de chez Gabriel, il y a le plus gros producteur de fraises de la région de la Baule, il y a un fleuriste qui est Moff, enfin, voilà, on regarde ça tous ensemble, et là c'est vrai que j'étais hypé par ce match. Et c'est vrai que c'est pas souvent. Je sais que quand j'étais jeune et qu'il y avait la trêve d'été, j'étais capable de faire 150 km pour aller voir un match amical autour de la Baule. Maintenant, je vis très bien sans. Thibaut Momer me dit, pour analyser un match, tu préfères être sur le terrain ou devant une télé? Voir un match au stade, c'est évidemment totalement différent. Tu vois mieux les choses, tu sens mieux les choses. Maintenant, la composition, enfin le concept de Pierrot le foot, c'est effectivement de voir un maximum de matchs. Donc, et c'est sûr que comme hier, quand je suis à Nantes, voilà, j'ai vraiment regardé d'un œil les deux autres matchs de 17h15. J'avais vu de la Beaujoire d'ailleurs, Brest-Angers, et puis je suis arrivé chez moi, je suis rentré chez moi au coup d'envoi de Nice-Lyon. Donc c'est vrai que c'est pas hyper pratique d'être au stade par rapport à ma chaîne, même si c'est mieux de voir les matchs au stade. Je veux dire, en termes de praticité, c'est mieux pour moi d'être devant ma télé et dans mon canapé comme un vieux débris que je suis. Kéké des Towns me dit, en cas d'élimination face à Liverpool, pourra-t-on dire que la saison du PSG est un échec malgré la grosse domination nationale et le niveau de jeu très élevé développé par Luis Enrique? Non, je crois pas. Je crois pas que ce sera un échec parce que quoi qu'il arrive, alors évidemment, s'ils en prennent 5 à Anfield au retour, le tableau sera pas le même. Mais franchement, ce qu'a montré le PSG pendant le match aller était brillant et assez emballant. Et on voit que cette équipe, qui est quand même très jeune, a une marge de progression pour les saisons futures qui est extrêmement intéressante. Le PSG l'a dit et répété, ils sont au départ d'un nouveau projet. Il l'avait dit, s'il n'était pas sorti des poules, ce qui a quand même failli être le cas, il n'aurait pas remis en cause le projet. Donc je pense pas que ce soit une élimination contre la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison qui puisse remettre ça en cause. Ragondin me dit, tu mentionnes parfois l'endroit auquel tu ne sembles pas avoir de bons rapports. Peux-tu nous donner les raisons? Cela vient de votre cohabitation au CFC. Non, ça vient d'avant. J'ai pas supporté les déclarations lamentables qu'il avait fait sur Loïc Amis, qui était à l'époque l'entraîneur du FC Nantes. Moi j'ai toujours considéré que Landreau était un tordu. C'était pas une joie de faire le CFC avec lui, surtout que sans me forcer, j'étais systématiquement en désaccord avec ce qu'il disait. Et puis là, je sais pas, il est chargé de communiquer de la communication des arbitres. Vous l'avez entendu, vous, là, avec les incidents d'arbitrage, l'histoire Fonseca, l'histoire Longoria. Voilà, le monde du silence. Zéro couille, quoi. Alex Nissa du 06. Question sur PSG Liverpool et ce braquage monumental des Anglais l'autre jour.
T'attendais-tu au type de match qu'on a vu mercredi? La prestation du PSG te laissait espérer pour le retour et tu te dis que Liverpool ne fera pas 2 fois le même match. Non, c'est sûr que Liverpool ne fera pas 2 fois le même match. Ils seront pas étouffés à Anfield comme ils l'ont été au Parc des Princes par le pressing assez exceptionnel du PSG. Par contre, ils vont jouer quand même un peu plus et donc peut-être ouvrir des espaces que le PSG n'a finalement que peu eu au match aller. C'est ce qui me donne un petit espoir, hein, un petit espoir. Hein. Il faut quand même aussi replacer les choses dans leur contexte. Si Paris se qualifie à Liverpool après avoir perdu le match aller au Parc des Princes, c'est un gigantesque exploit. Donc voilà, bon, ils peuvent se dire qu'ils l'ont fait l'année dernière après avoir perdu au Parc contre Barcelone. Ils ont gagné au retour à 4-1 à Montjuic. Maintenant, j'espère que le PSG fera de nouveau un grand match et on verra si c'est suffisant, parce qu'on voit effectivement s'il retombe sur un Alisson dans le même état de forme qu'au match aller, bah ça passera pas non plus. Donc il y a plein de paramètres. Victor Prévost me dit: après 2 saisons, la Ligue 1 à 18 clubs est-elle un succès selon toi? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu et je suis surtout convaincu que dans l'état actuel des choses et des problèmes financiers du foot français, c'est quelque chose qui est assez contre-productif, parce que quand t'es 18, ton risque de descente, il est plus grand, par définition. Hein. Quand t'étais 20, le 16e et le 17e, il se maintenait. Là, le 16e, il est barragiste et le 17, il est dans le tombeau. Donc ça veut dire que les clubs sont obligés de prendre plus de risques financiers pour comment dirais-je, avoir une équipe plus forte. Et je pense que compte tenu des problèmes financiers du foot français, c'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, il est évident que revenir à 20 clubs là, ce serait un peu incongru, mais on aurait peut-être pu y penser avant, quoi. Mais bon, là, comme ça, comme pour le reste, les présidents ont voté comme un seul homme, donc ce que vous voulez que je vous dise. Christophe L me dit: comment expliques-tu que Seko Fofana semble à ce point à court de forme depuis son retour en France? On dirait un joueur cramé, après de 10 millions d'euros par an de salaire sur un contrat de 4 ans et demi. N'est-ce pas inquiétant pour le Stade Rennais? Si, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que Seko Fofana est un joueur lourd. C'est pas une critique, ça se voit, c'est un joueur puissant mais lourd, qui a quand même très peu joué en Arabie Saoudite et qui a donc besoin de temps pour retrouver la forme. Là, depuis quelques matchs, Habib Beye ne le titularise plus. Donc s'il n'a pas de temps de jeu, ça va être difficile de retrouver la forme. On est un petit peu dans un cercle vicieux et de toute façon, je pense que c'est un transfert aberrant pour le Stade Rennais, avec un joueur surpayé, et ça risquerait bientôt d'être un boulet effectivement pour le club. Fred Lichtel, question justice. Lorsque vous êtes accusé d'avoir fait quelque chose, est-ce à vous de prouver que c'est faux? Si oui, comment prouver quelque chose que nous n'avons pas fait? Alors, en France, au niveau de la justice, c'est à la justice de démontrer votre culpabilité. Alors qu'aux États-Unis, c'est à vous de démontrer votre innocence. Ça, c'est au niveau de la justice. Après, tu as la justice des réseaux, la justice médiatique, qui, elle, condamne sans enquête, sans renseignement, sans rien, et qui en plus a le culot derrière de dire, quant à Harry Habitant qui a été innocenté 2 fois, et des mecs qui disent: ah ouais, mais bon, il a quand même fait quelque chose, hein, le fameux, cette expression que je hais du plus profond de mon être, le y a pas de fumée sans feu, qui est une merde sans nom. Voilà, donc oui, au niveau de la justice, c'est à la justice de prouver ta culpabilité, mais les réseaux sociaux se chargent de te condamner avant toute forme de procès. Et je dis pas ça uniquement pour moi, hein, c'est pour tout le monde. Angèle Lagazelle
Justement, en parlant de Nantes, j'ai entendu qu'on parlait de la dissolution de la Tribune Loire, et pour Saint-Étienne, des Magic Fans, c'est des groupes très structurés qui mettent de l'ambiance. Les dissoudre, ça va entraîner la fin du foot populaire et donner naissance à des individus non entourés, donc plus dangereux. N'est-ce pas une grosse erreur de la part des pouvoirs en place? Déjà, c'est pas le moment. Il y a d'autres choses à foutre dans le foot français que de supprimer. Alors bon, il y a donc les deux groupes de Saint-Étienne et la Brigade Loire, mais t'as aussi les Offenders à Strasbourg et les X je sais pas quoi au PFC, qui en plus est un groupe assez récent. Et les Offenders, bon, on le sait, c'est des nazis. Ils sont déjà isolés dans le stade et sous haute surveillance. D'ailleurs, ils bougent pas une oreille dans le stade, c'est à l'extérieur du stade qu'ils font plus les malins. Hier, j'étais à la Beaujoire, j'ai donc parlé avec des supporters nantais qui n'étaient pas dans la Tribune Loire, puisque moi j'étais en présidentielle, n'est-ce pas? Et les gens, ils sont assez partagés à ma grande surprise. Ils disent oui, c'est vrai, ils font des choses bien, mais ils font aussi des choses pas bien. Il y a effectivement le match contre le Havre où t'as des mecs en cagoule qui sont rentrés sur le terrain et qui étaient menaçants. C'est toujours un problème de curseur avec les supporters. C'est formidable de mettre de l'ambiance. Il est évident que la Beaujoire sans la Tribune Loire serait un mouroir. Le problème, c'est de pas se croire plus important que tu ne l'es. Maintenant, je pense que c'est pas du tout le moment de supprimer ces groupes. Je pense effectivement, comme tu le dis, Angèle, que à moins de décréter des interdictions de stade, qui seront évidemment peu nombreuses, hein. Je prends encore une fois l'exemple de la Brigade Loire. T'as tellement de supporters engagés dans cette tribune que tu vas en interdire quoi, les 50, mais bon, t'en as peut-être 2000 derrière. Est-ce qu'on va les empêcher de revenir au stade? Voilà. Et je pense en plus que c'est pas le moment dans le football français de s'attacher à ça. Après, si les supporters pouvaient être un petit peu plus raisonnables, ce serait pas mal. Gaudi 44 dit: quel est ton avis sur le niveau affiché par Novak Djokovic? Est-ce qu'il choisit ses tournois ou bien il peine à revenir à un niveau et n'est donc plus candidat potentiel au gros tournoi? J'avoue que j'ai été assez stupéfait du match de Djoko contre Van de Gertschuk. Là, j'ai rarement vu effectivement Djoko manquer à ce point de précision et de régularité. Dès que les échanges dépassaient 8 coups, il explosait. Et c'est effectivement un peu inquiétant parce que bon, il avait été battu par un très bon Berrettini au tournoi précédent. Après, il a 37 ans. Hein. Il y a un moment donné, la réalité te rattrape et la réalité de ton âge te rattrape. Moi, je pense que ça va être très très difficile pour lui de remporter encore un tournoi. Bon, peut-être que à Wimbledon, sur une surface qui lui convient très bien, mais qui est quand même moins usante physiquement, il pourra mieux performer. L'année dernière, avec un genou dans le sac, il avait quand même été en finale. Mais oui, voilà, je pense qu'il faut s'habituer au crépuscule de Djoko, comme on a eu le crépuscule de Nadal et le crépuscule de Federer, même si le crépuscule de Federer, il a été très très vite fait, puisque il a arrêté après son élimination avec Korczak à Wimbledon, parce qu'il avait le genou, et qu'il a toujours le genou dans le sac. Yvous me dit: le rassemblement de l'équipe de France arrive à grands pas. À ton avis, Mbappé doit-il ou veut-il rester capitaine? Penses-tu que Deschamps peut, ne serait-ce qu'un peu, se renouveler en termes de style de jeu en guise d'au revoir? Je pense que c'est pas le moment de changer de capitaine, parce que si tu enlèves le brassard à Mbappé, tu vas forcément créer un problème. Pas certain effectivement que Mbappé il soit plus attaché que ça, mais médiatiquement ça alimenterait plein de suppositions. Je pense pas que ce soit dans l'idée de Didier Deschamps de lui enlever le brassard et puis se renouveler en termes de style de jeu en guise d'au revoir. C'est drôle, c'est que vous ayez encore des illusions avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, il va jouer avec son système. Disons que par rapport au dernier match de l'équipe de France il y a 4 mois,
On a des attaquants qui sont très brillants, Mbappé, Barcola et Dembélé. D'autres qui sont pas mal non plus, Olise. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il va intégrer un petit jeune milieu offensif, Akliouche, Cherki ou Doué. Moi, je le souhaite, parce que avoir un milieu de terrain avec que des travailleurs, ça complique la liaison entre le milieu et les attaquants. Alex Penon, on est toujours sur l'équipe de France, il me dit le rassemblement de l'équipe de France arrive à grands pas et j'ai comme l'impression que tout le monde se fout de cette double confrontation face à la Croatie. Quasiment 4 mois ont passé depuis le dernier rassemblement, aucun manque de cette équipe se fait ressentir. À quoi se situe cette baisse d'engouement autour de notre équipe de France, overdose de foot ou bien lassitude de l'ère Deschamps? Tu sais, on est en mars, on est dans les sprints finaux des championnats, des Coupes d'Europe, et tout le monde est beaucoup plus concerné sur son club que sur sa sélection nationale. En plus, là, on parle de la Ligue des Nations, c'est pas non plus la compète du siècle. Donc, je comprends qu'il n'y ait pas un intérêt fou à propos de cette compète. L'équipe de France doit encore assimiler le départ de Griezmann. Et donc, comme je le disais dans la question précédente, je souhaite vivement que un petit jeune, Cherki, Akliouche ou Doué, soit intégré dans cette équipe pour qu'on ait une solution supplémentaire d'un joueur qui fasse la liaison entre le milieu et l'attaque.